J'espère que vous m'entendez bien. Merci à toutes et à tous d'être venus si nombreux pour cette conférence. Moi, je m'appelle Frédéric Guttmann, je travaille pour une petite société qui est une start-up du CEA qui s'appelle Extractive. Je vous en dirai un mot tout à la fin de l'exposé. Et je vais essayer de passer une petite quarantaine de minutes à vous parler de métaux critiques. J'espère que le titre de la conf vous aura pas paru trop racoleur. Parler de guerre des métaux stratégiques, ça peut paraître un peu exagéré. Pour vous remettre dans le contexte, en fait, au milieu à la fin de l'année 2010, il y a un peu plus de 5 ans, il y a eu, par exemple, ce titre-là dans le New York Times qui faisait état de la chose suivante. Vous savez sans doute que la Chine et le Japon ont un certain nombre de difficultés dans la définition de à qui appartient quelles îles au sein de la mer de Chine. Et à un moment où le Japon a eu une manœuvre un peu musclée vis-à-vis d'une de ces îles avec ses gardes-côtes, la Chine a décidé de stopper les exportations de terres rares, de lantanite vers le Japon. Ça peut paraître surprenant qu'au tout début du XXIe siècle, on puisse utiliser quelque chose d'aussi banal qu'une matière première comme arme stratégique pour convaincre un pays d'être un peu plus raisonnable. Eh bien, la Chine l'a fait et ça a relativement bien marché. Et je vais essayer, dans le cadre de cette conférence, de vous expliquer pourquoi et de vous dire ce qui s'est passé depuis 2010 sur ces thématiques-là. Oui. Non. Je vous remercie. Alors, pourquoi on parle de métaux stratégiques ou de métaux critiques? En fait, il faut se rendre compte que les éléments chimiques dont on parle dans ce cadre-là sont des éléments qui sont relativement récents. Alors, pas récents au sens où ils seraient apparus récemment sur Terre, hein. Ils ont à peu près le même âge que les autres. En revanche, récents parce qu'ils n'ont été un objet pour la science et derrière pour la technologie que beaucoup plus tard. Au temps des Romains, il y avait un certain nombre de métaux que les Romains maîtrisaient bien, le cuivre, le plomb, le zinc, notamment le plomb pour faire des canalisations. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion, il y en a des très jolis au musée d'Arles notamment. Les Romains, pour la petite histoire, ont un peu plus de mal avec le fer. Ils ont été obligés d'envahir une partie de la Gaule pour apprendre à bien faire du fer et à sortir de l'âge de bronze. Il y a d'autres éléments chimiques qui ont été découverts beaucoup plus tard. Par exemple, le cérium, qui est la première des terres rares, a été découvert par un savant suédois qui s'appelle Berzelius, tout début du 19e siècle, en 1807. Et la découverte de l'ensemble des terres rares a pris plus de 100 ans à partir de là. Les dernières terres rares ont été découvertes tout début du 20e siècle. Donc forcément, ne les connaissant pas, on n'avait pas d'application pour elles. Et elles n'étaient qu'une curiosité de laboratoire, quelque part. Ce n'est que plus tard qu'elles sont entrées dans des dispositifs technologiques qui en ont eu une importance économique. Mais depuis qu'elles sont apparues dans l'industrie, leur importance économique va croissante. Juste 4 exemples. On ne peut pas imaginer aujourd'hui faire des pots catalytiques sans le groupe des platinoïdes, donc typiquement platine, palladium, rhodium. On ne peut pas imaginer faire des éoliennes de puissance sans terres rares, donc typiquement néodyme, dysprosium. On ne peut pas imaginer faire de l'Internet haut débit, faire de la communication sous-marine intercontinentale sans germanium pour faire des fibres de verre. Et beaucoup plus surprenant, l'industrie pétrochimique est extrêmement dépendante du tungstène parce que dans une raffinerie, il y a des centaines de kilomètres de tuyaux qui sont tous des aciers au tungstène. Alors, qu'est-ce qui a fait finalement cette croissance de l'importance de ces éléments-là? Mais ça a été une recherche toujours plus grande de performance. Juste des exemples. Le premier ordinateur, ENIAC, était quelque chose de monstrueux en taille, c'était extrêmement grand, avait une rapidité de calcul de 50 kiloflops, ce qui est relativement modeste, ça correspond à environ 300 opérations réalisées par seconde, et une consommation électrique considérable de 140 kilovolts. À côté de ça, un dispositif qui est beaucoup plus petit, l'iPad 2, a une puissance qui est bien supérieure, puisqu'elle fait 2000 mégaflops quand ENIAC faisait que 50 kiloflops, et a une consommation électrique ridicule en comparaison. Pour passer de ce dispositif-là à ce dispositif-là, il a fallu changer les éléments chimiques qu'on utilisait. Typiquement, dans ENIAC, il y avait essentiellement du cuivre. Peut-être un peu de tungstène, mais voilà. Pour réussir à avoir une puissance de calcul bien supérieure dans un dispositif plus petit, il a fallu mettre en œuvre d'autres éléments. Il a fallu prendre du tantale pour faire des
des condensateurs très très petits. Pour avoir une jolie interface, il a fallu avoir de l'indium pour avoir un écran tactile. Il a fallu avoir des terres rares pour que ce soit coloré. Il a fallu avoir du platine. Donc tout ça, c'est devenu une petite mine d'éléments rares qu'on n'utilisait pas auparavant. Deuxième exemple de besoin de performance accrue, typiquement un moulin à vent hollandais au tournant du XVIIe siècle avait une puissance mécanique de l'ordre de 33 kW. Avec un certain nombre de déperditions dans le système, on est arrivé à une puissance efficace au niveau de la pompe, puisque les Hollandais utilisaient essentiellement leur moulin pour pomper de l'eau, de l'ordre de 10 kW. Aujourd'hui, une éolienne de puissance, une éolienne offshore, elle fait entre 1 et 300 MW. Donc là, pareil, il y a eu une explosion d'un facteur 100 à 300 de la puissance. Et pour réussir à faire ça, il a fallu utiliser des technologies modernes. Et en l'occurrence, sur les éoliennes, il a fallu mettre en œuvre du néodyme et du dysprosium, comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà, ces éléments chimiques qui étaient relativement nouveaux, du fait du développement technologique des années récentes, sont devenus complètement incontournables dans nos modes de vie actuels. Je pourrais allonger la liste à l'infini. En revanche, la difficulté qu'on a avec ces éléments-là, c'est que si vous voulez, vous, ou si je veux moi, devenir producteur de ces éléments, ça peut être relativement compliqué. En termes économiques, on dit qu'il y a de très fortes barrières à l'entrée. Là, je vous présente juste un exemple sur une société minière américaine qui doit être basée à Denver, si je me souviens bien, qui montre en fait combien lui ont coûté en investissement les gisements miniers qu'elle exploite et combien elle a gagné d'argent dessus. Et sur le tout premier gisement, c'est un gisement d'or à Mount Milligan, la mise en service du gisement lui a coûté la bagatelle de 800 millions de dollars. Et pour l'instant, ils en ont récupéré moins de 10. Et moi, je n'ai pas les 10 millions de dollars ou les 100 millions de dollars ou le milliard de dollars qu'il faut pour lancer une mine, et j'imagine que vous non plus. Donc c'est très très difficile quand un besoin en métal se fait sentir, c'est très très difficile pour un nouvel acteur d'émerger et de devenir producteur de ce métal-là. C'est vrai sur l'or, c'est vrai sur les autres. Il y a une autre difficulté qui est plus liée à la géologie et moins à l'économie, c'est qu'un certain nombre de ces éléments, qui sont des éléments rares, qu'on met en œuvre dans les dispositifs technologiques d'aujourd'hui, ne sont pas produits pour eux-mêmes. Un exemple relativement simple, c'est l'exemple de l'indium. Je vous parlais tout à l'heure de l'indium qui sert à faire notamment tout ce qui est électrode transparente pour les écrans plats ou pour le solaire photovoltaïque. Il n'y a pas de mine d'indium, en fait, ça n'existe pas. L'indium est produit comme un coproduit du zinc. Donc il y a des mines de minerais de zinc. Ce zinc est traité dans des fonderies de zinc. Et c'est dans le traitement des laitiers de ce minerai de zinc qu'on peut extraire de l'indium. Mais si demain la demande mondiale en indium devait être multipliée par 10, il faudrait traiter 10 fois plus de minerais de zinc pour réussir à répondre à cette demande. Or, personne ne va investir dans une fonderie, dans un haut fourneau pour faire du zinc, si c'est juste pour vendre de l'indium derrière. Donc il y a une vraie difficulté à répondre à la demande parce que pour des raisons géologiques, les choses sont liées. On a la même chose avec le molybdène, par exemple, ou le rhénium pour les aciers spéciaux. Aujourd'hui, la production mondiale de rhénium tient dans un quart de cette pièce, et le rhénium est exclusivement produit comme un sous-produit du cuivre. Et il est utilisé en fait pour faire certains aciers spéciaux qui sont notamment utilisés dans l'aéronautique. À 30% en masse dans ces aciers-là, le rhénium fait qu'il n'y a pas de dilatation thermique de ces aciers. C'est très utilisé en fait pour faire les turbines d'avion. Parce qu'une turbine d'avion, il faut qu'elle ait la même taille en fait quand l'avion est à l'arrêt ou quand les gaz chauds sont dedans. Parce que si ça se déformait, ça poserait des problèmes. Donc typiquement, le rhénium, on ne peut en produire que si on est déjà producteur de cuivre. Et là, pareil, on peut multiplier les exemples. Ces deux barrières à l'entrée, plus quelques autres, ont fait que, au tournant des années 2010, la production de certains métaux technologiques était concentrée dans certains pays, avec des taux de concentration extrêmement élevés. On parlait tout à l'heure des terres rares qui servent aussi bien à faire des ampoules basse consommation que des aimants permanents. Les terres rares étaient produites à 95% en Chine au tournant des années 2010. Et par exemple, l'antimoine, un élément auquel on pense très rarement, qui est essentiellement utilisé comme retardateur de flammes dans les plastiques. L'antimoine est produit à près de 90%
près de 90% en Chine. Il y a quelques autres exemples, par exemple sur le niobium, qui est utilisé aussi dans les alliages spéciaux, qui permet de faire des alliages assez légers, et est produit à 90% au Brésil, comme sous-produit de l'industrie de l'étain, en l'occurrence. Quand les industriels, notamment européens, ou les pouvoirs publics européens, ont pris conscience de cette situation que je viens de vous décrire, à la fois une très très forte dépendance de notre vie de tous les jours à ces éléments-là, et une production qui est extrêmement concentrée, ils se sont dit, c'est dangereux pour nous en fait. Si demain, la Chine décide de ne plus exporter de terres rares, comme elle l'a fait vis-à-vis du Japon, eh bien, nos industries, le développement par exemple de l'éolien pourrait être remis en cause. Le développement de la voiture électrique pourrait être remis en cause parce que ce pays-là a le monopole. Quand vous voyez la liste des éléments sur lesquels la Chine avait un monopole, c'était évidemment eux le méchant de l'affaire. Le bad player à cette époque-là, c'était clairement la Chine, dont il fallait se méfier et où il fallait tout faire pour se protéger. Donc il y a eu un certain nombre d'initiatives qui ont commencé au milieu des années 2000. En France, on a mis en place en 2011, je crois, le comité aux métaux stratégiques. L'Union européenne a mis en place une politique spécifique sur les métaux critiques, avec d'une part un travail d'experts pour définir quels étaient les éléments chimiques qui posaient le plus de problèmes, à la fois parce qu'ils étaient économiquement importants, mais aussi parce qu'il y avait un risque très très fort sur leur approvisionnement du fait de la concentration dont je vous parlais tout à l'heure. L'Union européenne s'est également dotée d'un partenariat européen de l'innovation sur les matières premières. Donc il y avait un climat de peur et d'inquiétude. Je vous disais, au tournant des années 2000, tout le monde était très très inquiet au sujet des matières premières. Et il y avait ce climat de quasi-guerre froide sur les matières premières, avec comme ennemi, entre guillemets, principal la Chine. En fait, de façon assez surprenante pour les uns, logique pour les autres, la main invisible du marché a fait son travail pendant cette époque-là. Je vous présente là la courbe, je ne sais pas si elle se voit bien, la courbe d'évolution du prix du platine de 86 à 2011, où on voit que pendant très longtemps, le platine a eu un prix qui était compris entre 600 et 400 $ l'once. Alors là encore, pour la petite histoire, l'once qui est utilisée pour les métaux précieux, son abréviation c'est OZT, c'est l'once de Troie, du nom d'une célèbre ville en Champagne qui, à l'époque des marchés, des grandes foires de Champagne, était la référence pour le commerce des métaux précieux en Europe. Et c'est l'once utilisée à Troie qui est encore l'once de référence aujourd'hui pour mesurer le poids des métaux précieux. Donc on a un vrai passé dans ce domaine-là. Début des années 2000, les applications technologiques dont je vous parlais qui utilisaient de plus en plus de ce platine se sont peu à peu développées et on voit le prix du platine qui littéralement explose pour atteindre 2000 $ l'once en début 2007. On voit clairement là l'impact de la crise économique de 2008. Ce qui est assez amusant, entre guillemets, c'est que à l'origine, cette crise de 2008, c'était une crise financière, on parlait des banques, on parlait de Lehman Brothers. Ce n'est qu'après qu'on s'est rendu compte que c'était une vraie crise économique qui impactait l'économie réelle. Il se trouve que la chute des cours des différents métaux a commencé avant la crise de Lehman Brothers. Donc si les gens avaient regardé les cours des métaux au lieu de regarder les cours des actions en bourse, ils se seraient rendu compte qu'il y avait un problème beaucoup plus tôt. Mais très rapidement, dans la foulée, après la crise de 2008, on voit un rebond et puis des cours qui remontent très 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 haut. Je recommenterai sans doute cette courbe un tout petit peu après, parce que cette remontée, en fait, disait aussi des choses sur le fonctionnement de notre économie. Donc il y a eu une explosion des prix qui s'est traduite de façon assez linéaire par une explosion de la production. Je suis passé de l'exemple du platine à l'exemple de l'indium parce que la courbe était plus jolie. Je vous disais tout à l'heure qu'en fait, pour produire de l'indium, il faut produire du zinc, mais simplement, toutes les raffineries de zinc n'avaient pas mis en place de boucle d'extraction de l'indium. Et quand le cours de l'indium a commencé à monter, les affineurs de zinc se sont dit, mais puisque ce sous-produit que nous avions de toute façon a un prix, autant essayer de le valoriser. Et c'est comme ça qu'on a réussi à avoir une production mondiale d'indium qui passe de moins de 100 tonnes par an à plus de 600 tonnes par an au tournant de 2010. En parallèle, ça a été une année faste pour les sociétés minières. Exemple d'Anglo American qui, jusqu'à l'année dernière, était la deuxième société minière au monde, où on voit que le cours de son action en bourse, qui était inférieur à 10 000 $ l'action en 2000,
atteint un prix supérieur à 40 000 $ juste avant la crise économique de 2008. Et dans la foulée, certes, il y a un impact, il y a une dent, hein, clairement, de la crise, mais très très rapidement, ça remonte. Donc les sociétés minières major, les plus grandes, ont profité en fait de cette explosion du prix et cette prise de conscience quelque part de l'importance de ces métaux, mais également les sociétés minières juniors. Alors la façon dont fonctionne le monde de la mine et des métaux est un peu particulière, et moi quand j'ai découvert ça, ça m'a un tout petit peu surpris. Les grandes sociétés minières investissent relativement peu dans le développement de nouveaux gisements. Elles laissent faire le travail à des sociétés juniors dans les technologies, dans les nouvelles technologies, on appellerait ça des startups, qui sont 2-3 géologues qui se disent mais essayons de trouver un bon filon. Mark Twain disait une mine, c'est un trou dans la terre avec un menteur debout à côté. C'était vrai au 19e siècle, ça reste encore aujourd'hui. Vous avez des géologues qui étudient finalement les données géologiques historiques pour dire là, il pourrait y avoir quelque chose, qui ensuite vont lever de l'argent auprès de banques ou sur des marchés boursiers dédiés pour faire des forages ou faire des mesures géophysiques pour bien confirmer qu'il y a un gisement à cet endroit-là. Et peu à peu, ils vont lever millions de dollars après millions de dollars jusqu'à développer leur gisement, faire la preuve qu'il est rentable et se faire racheter par les sociétés major. Donc il y a vraiment un mécanisme où on laisse faire le travail d'innovation, entre guillemets, le travail exploratoire à des petites sociétés qui, quand elles ont réussi à démontrer la valeur de leur gisement, se font racheter. Quelques-unes arrivent à passer en production sans se faire racheter, mais c'est les plus rares. Cette carte-là vous montre les principaux projets miniers qui existaient en 2010 autour des terres rares. Donc, je vous disais, la Chine avait 95% de la production mondiale de terres rares. Cette production, pour ce qui est de la production légale, vient essentiellement d'une mine de fer qui s'appelle Bayanobo en Mongolie intérieure. L'ensemble, il y a une grosse part de production illégale un peu plus au sud de la Chine, mais sur laquelle je n'ai pas d'éléments chiffrés. Tous les autres points qui sont sur cette carte sont des mines qui n'étaient pas en exploitation en 2010. C'était des projets qui avaient émergé suite à la montée du cours des terres rares et puis à cette prise de conscience. Alors, ce pas des projets qui étaient tous inconnus des gens, en fait. Par exemple, typiquement, Mountain Pass, ici en Californie, c'était la mine qui produisait les terres rares du monde entier dans les années 70, avant que, pour des raisons écologiques, on décide de l'arrêter. Pour la même raison, Mount Weld, ici en Australie, c'est la mine qui alimentait l'usine de Rhodia, enfin de Ron Poulenc à La Rochelle, qui fait de la séparation de terres rares, jusqu'à ce qu'on décide de ne plus utiliser son minerai parce qu'il était trop radioactif. Mais il y avait des projets nouveaux, comme le projet de Norracher en Suède, un certain nombre de projets nouveaux également au Canada. Donc ça a été, pour les juniors minières, des années fastes. Elles arrivaient à lever de l'argent, elles arrivaient à financer leur développement. Vous avez remarqué que depuis que j'ai commencé à parler du boom, j'utilise le passé, parce que comme dans tout bon film à suspense, il y a un retournement de situation. En fait, cette situation n'a duré qu'un certain temps. Et la raison pour laquelle elle n'a pas duré, elle est en fait dans cette courbe-là. Cette remontée-là des prix n'était pas une remontée liée à une augmentation de la demande, puisque la crise de 2008 est toujours pas terminée. Donc la demande industrielle en ces métaux-là n'avait pas de raison d'augmenter. Donc cette augmentation brutale de prix juste après 2008 aurait dû éveiller les soupçons d'un certain nombre de gens. Le problème, c'est que les économistes sont des gens qui sont très très forts pour les prophéties auto-induites. Ils arrivent à s'auto-persuader que ce qu'ils racontent est vrai. Et en l'occurrence, ce qui s'est passé là, c'est que comme tout s'effondrait, les marchés bancaires, les places bancaires, aussi bien que les industriels. Il y avait un excès de liquidité en circulation qui n'est toujours pas résorbé, donc trop d'argent disponible. Et du coup, les traders, ne sachant pas quoi acheter, se sont mis à acheter des métaux, parce qu'ils se sont dit, généralement, la valeur refuge, c'est l'or, il n'y a pas de raison que le platine ce soit différent de l'or, achetons des métaux. Et donc cette remontée de prix ici est purement spéculative. Sauf que les banquiers, au lieu de s'en rendre compte et de se dire c'est nous-mêmes qui induisons cette remontée de prix, se sont dit mais si les prix remontent, c'est parce qu'on en a de plus en plus besoin. Et c'est pour ça qu'ils se sont mis à financer très massivement aussi bien les majors que les juniors minières. Donc il y a vraiment là un phénomène d'auto-persuasion des mineurs dont on est en train de subir le contre-coup maintenant avec la dernière partie de mon exposé que j'ai appelée la crise.
Alors, trois exemples pour être vraiment concret sur qu'est-ce qui s'est passé. Et pour vous montrer aussi ce qui me semble important, que finalement on avait l'impression que le méchant dans l'affaire c'était la Chine, et que la Chine n'est pas responsable de tous les maux de l'univers, loin de là. Premier exemple, le minerai de fer. Rien ne peut sembler plus banal que du minerai de fer. Il se trouve que les trois plus grands mineurs du monde sont des mineurs polyvalents. Ils produisent de tout, et en particulier du minerai de fer. Et Rio Tinto, le plus grand, Rio Tinto, c'est une petite rivière en Espagne, c'est la rivière la plus polluée d'Europe. Depuis la société qui a donné son nom, enfin la société qui a pris son nom de cette rivière-là est devenue une multinationale qui est basée pour l'essentiel en Australie. Rio Tinto a décidé qu'il allait détruire ses deux plus grands concurrents, à savoir Anglo American et Xstrata. Pour ce faire, il a décidé d'augmenter massivement sa production de minerai de fer. Notamment en 2015, alors que les prix du minerai de fer avaient déjà commencé à descendre, Rio Tinto a augmenté sa production de plus de 11%. Résultat, au cours actuel du minerai de fer, qui, j'ai regardé en janvier, était de 41 $ la tonne, on n'a plus du tout. Ça, sur ce graphe-là, vous avez combien ça coûte de produire une tonne de minerai de fer dans les différents gisements qui sont en exploitation aujourd'hui. Et vous vous rendez compte qu'il n'y a plus aucun gisement qui soit rentable, sauf le gigantesque gisement de Rio Tinto en Australie. Tous les autres, y compris en Chine, sont complètement dans le rouge et ils perdent de l'argent. Rio Tinto s'est dit, ça va tuer mes concurrents, ensuite, quand ils seront morts, je pourrai faire remonter mes prix, et du coup, je serai en situation de monopole et j'aurai gagné beaucoup d'argent après en avoir perdu un peu. Sa stratégie a plus ou moins bien marché, puisque en fin d'année dernière, Anglo American, donc le deuxième mineur du monde, a annoncé un plan social. Quand on fait un plan social dans les mines, tout de suite, ça fait mal. Ils ont supprimé 85 000 emplois sur 135 000, donc près de 70% de leurs effectifs. Donc effectivement, dans sa stratégie de Rio Tinto va tuer Anglo American, ça a l'air de bien fonctionner. Là où ça fonctionne beaucoup moins bien, c'est sur ces gisements-là. Tous les gisements qui sont là en rouge sont des gisements qui sont basés en Chine. La Chine a des coûts de production élevés. Il y a différentes raisons à cela. C'est surtout lié à sa géologie. Mais la Chine ayant décidé que produire de l'acier était stratégique pour son développement et qu'elle ne voulait pas dépendre de l'étranger pour ça, elle a fait de ces gisements de fer un enjeu politique. Et tant que le gouvernement chinois a de l'argent, il n'y a pas de raison que ces mines s'arrêtent. Et donc la stratégie de Rio Tinto de tuer tout le monde, ils vont tuer tout le monde, sauf les Chinois, puisque les Chinois ont un enjeu politique derrière. Donc ça marche plus ou moins bien, mais ça saigne quand même pas mal. Deuxième exemple qui nous touche, nous, en France, un peu plus, le nickel. Alors, ici, la répartition de la production de nickel en fonction des différents pays, où on se dit que finalement, il n'y a pas de concentration très très forte. Il y a différents pays qui produisent du nickel. Alors, vu les valeurs, je soupçonne que c'est du minerai de nickel et pas du nickel métal. L'auteur s'est trompé. Et donc, on trouve la Russie, l'Indonésie, les Philippines, etc. Sauf que le principal affineur de nickel aujourd'hui au monde, c'est la Chine. Et qu'un certain nombre de pays, dont l'Indonésie et les Philippines, qui avaient mis des quotas sur l'exportation de minerais de nickel, les ont supprimés au début des années 2010 parce qu'ils avaient besoin de rentrée d'argent. Donc la Chine s'est mise à produire massivement du nickel. Là, vous avez la courbe de production de nickel, où là, on ne voit même pas apparaître la crise. Il y a eu une volonté des acteurs chinois d'inonder le marché de nickel, comme Rio Tinto voulait inonder le marché de minerai de fer. Ça a très très bien marché, puisque notre producteur de nickel national, la société Eramet, qui exploite notamment une partie des gisements de Nouvelle-Calédonie, a publié la semaine dernière ses résultats pour l'année 2015 et annonce un déficit de 700 millions d'euros pour l'an dernier. Et donc aujourd'hui, les producteurs de nickel se regardent tous en chien de faïence pour savoir lequel va mourir le premier. Dernier exemple, comme j'avais commencé sur les terres rares, il était logique de finir sur les terres rares. Donc voici les cours. Alors,
Les terres rares ne sont pas négociées sur une bourse comme d'autres métaux qu'on peut retrouver sur le London Metal Exchange. C'est vraiment des accords de gré à gré entre les producteurs et les consommateurs. Et donc, on ne peut avoir accès au cours de ces éléments-là que derrière en faisant des enquêtes. Donc, il faut toujours être assez prudent quand on présente des prix. Vous voyez que la courbe là en noir, c'est la courbe de la valeur de l'or, une bonne référence qui est relativement stable. Et vous voyez là, 2011, enfin mi-2011, une explosion sur les cours du néodyme et du dysprosium, qui sont les deux principaux éléments pour faire des éoliennes. Et tout de suite, dans la foulée, ces cours rechutent. Ces cours rechutent pourquoi? Parce que la Chine était en situation de monopole. Comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, il y avait un certain nombre de projets miniers autour des terres rares qui étaient en train de se développer. Et la Chine a décidé qu'il n'y avait pas de raison que ces projets-là se développent et qu'elle voulait maintenir son monopole, un peu comme ce que fait l'Arabie Saoudite avec les cours du pétrole aujourd'hui. Résultat de tous les projets miniers dont je vous parlais, le plus avancé, c'était celui de Mountain Pass en Californie, où on allait réouvrir une mine historique. La société qui s'en occupe, c'est Molycorp. Molycorp vient de commencer à déclarer qu'elle était en faillite et vient de commencer à céder ses actifs. Donc le principal concurrent à la production chinoise, celui qui était le plus avancé, vient de mourir. Donc finalement, en conclusion, moi je pense que c'est justifié de parler de guerre des métaux stratégiques. Ce qui n'est pas justifié, c'est de se poser la question de savoir si elle va avoir lieu. En fait, elle a déjà commencé. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est qui seront les victimes de cette guerre. On voit que Molycorp a cédé. Il y a un certain nombre d'autres acteurs qui vont survivre. Et puis il y en a qui ne vont pas survivre. La question, c'est de savoir lesquels et de ne pas investir son argent dans ceux-là. Et un dernier mot sur Extractive, donc la société dont je m'occupe, quelle place elle a dans ce paysage-là? Extractive a pris un peu de recul par rapport au monde minier qui va vraiment pas bien en ce moment, avec qui c'est difficile de travailler. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de se concentrer sur les ressources qui étaient accessibles en Europe, et notamment sur le recyclage, avec un focus un peu particulier sur le recyclage des déchets industriels, qui ont l'avantage d'être déjà collectés. Ils sont présents, on sait combien il y en a, etc. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des procédés pour nos clients industriels, pour les aider à extraire la valeur qu'il y a dans leurs déchets. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Des questions? Tu nous as parlé beaucoup des cours et des finances, mais tu ne nous as pas beaucoup parlé de quantité. Par exemple, pour faire les éoliennes, il faut du dysprosium. Oui. Il y en a beaucoup sur la Terre ou on s'arrêtera de faire des éoliennes à jour? Alors, il y a eu un calcul d'Yves Bréchet, notre haut commissaire à l'énergie atomique, qui dit que la première raison pour arrêter de faire des éoliennes, ce sera le manque de fer. Parce qu'il faut beaucoup d'acier pour faire une éolienne. Non, en fait, ces éléments, par exemple, les terres rares s'appellent terres rares parce qu'on les a découvertes tard, mais il y en a partout. On a fait des analyses sur les terres rouges du lac du Salagou, à côté de Montpellier. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé. Il y a 160 mg par kilo de néodyme dans les terres rouges du Salagou. On ne va pas se mettre à exploiter des terres rares là-bas. Mais non, les quantités ne sont pas un problème. Le problème, c'est vraiment de pouvoir produire ces ressources-là à un coût. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'économie. Parce qu'au début, les gens étaient partis. C'était lié aussi au Club de Rome dans les années 60 qui avait publié leur rapport Physical Limits to Growth, qui disait dans une approche très malthusienne que ce qui allait limiter notre développement, c'était la quantité de ressources accessibles sur Terre. Mais en fait, même si la population mondiale a explosé, même si on en consomme de plus en plus, la croûte terrestre est épaisse et il y a beaucoup de choses dedans. Donc finalement, ce n'est pas le volume disponible que le ratio entre ce que je peux me permettre de produire à un coût donné. Et c'est ça qui peut poser problème. Vous avez tous entendu parler du peak oil, des gens qui disaient qu'un jour on allait commencer à produire, du pétrole jusqu'à un certain niveau et qu'après ça ne pouvait que descendre. Sauf que ce peak oil, on continue à le prédire, on n'a toujours pas franchi en fait. Donc en fait, si les cours montent, on se donne des moyens de mieux chercher et si on regarde mieux, on trouve plus. Donc c'est pas les volumes disponibles qui est un problème, c'est plus le cours. Oui. Et là, par contre, en termes de ressources disponibles accessibles à des coûts relativement raisonnables
Oui, sur le cuivre en particulier, c'est un métal où on a comment dire, on a beaucoup bénéficié des gisements en Amérique du Sud et notamment au Chili qui sont extrêmement riches et où il n'y a qu'à se baisser pour en ramasser. On a 2-3 exemples de gisements, notamment en Europe, qui étaient des gisements à très très faible teneur, notamment un à Aitik en Suède, où par l'emploi de technologies vraiment intelligentes, on a pu produire du cuivre à des quantités, à des prix compétitifs par rapport au cuivre chilien, parce qu'il y avait de la matière grise qui était rentrée dedans. À un moment, on a cru que les matières premières, c'était une industrie du passé, que c'était bon pour les pays du tiers-monde et que l'industrie de la matière grise serait l'industrie européenne. En fait, on se rend compte aujourd'hui que si on réinjecte de la matière grise dans la question des matières premières, on peut s'en sortir. Donc il y a cette mine en Suède. Il y a les Polonais qui ont fait beaucoup d'efforts pour produire du cuivre à partir du gisement dont ils disposent. Il y a un immense gisement qui court sous l'ensemble de la plaine germano-polonaise. Les Allemands n'y ont pas du tout touché, il n'y a que les Polonais qui l'exploitent. Et il y a au moins encore autant de réserves sous l'Allemagne que sous la Pologne. Troisième exemple, l'Espagne commence. Alors l'Espagne a négligé pendant longtemps ces gisements miniers. Donc ils se sont rendus compte qu'ils avaient des gisements de très haute qualité qui étaient encore disponibles et puis ils en ont d'autres. Maintenant, évidemment, on peut imaginer qu'un jour, il n'y en ait plus assez. Alors, sur tous les métaux de base, on a des systèmes de recyclage qui marchent déjà bien. Le cuivre fait partie des métaux qui se recyclent le mieux. Il faut juste faire un effort de collecte et il faut faire un peu un effort de lutte contre l'exportation illégale. En fait, aujourd'hui, on estime que 30% du cuivre qui pourrait être recyclé en Europe est exporté illégalement. Et ça, tout ce cuivre qu'on recycle, c'est du cuivre qu'on n'a pas besoin d'extraire et c'est des gisements qu'on préserve. Donc le recyclage, aujourd'hui, a un problème de modèle économique. Avec la chute des cours, ça devient de plus en plus compliqué de vivre du recyclage. Mais à terme, si on rentre dans un système de nouveau à peu près normal et que les ressources primaires en cuivre devaient diminuer, on pourrait petit à petit repousser, faire plus de recyclage, faire mieux de recyclage. Sur la deuxième partie de ta question, savoir où on ira chercher le molybdène et le rhénium le jour où il n'y aura plus de gisement, je n'ai pas de réponse. C'est vraiment des éléments qui sont présents en très très faible quantité dans la croûte terrestre. Le rhénium, c'est l'élément le plus rare au monde. La seule source connue, c'est les minerais de cuivre, et pas tous. Et là, du coup, la seule solution serait de la substitution. Donc aujourd'hui, ça c'est un aspect que je n'ai pas du tout abordé, mais ces éléments-là, on les a utilisés dans des applications données parce qu'ils étaient accessibles à un coût et puis donnaient des performances. Si ces éléments deviennent abusivement chers, on va essayer de s'en passer. Et donc il y a beaucoup de travaux de recherche qui sont faits dans le domaine de la substitution pour essayer de faire en sorte qu'on puisse se passer de ces métaux-là. Et je sais que notamment à la SNECMA, ils travaillent beaucoup sur des aciers qui auraient les mêmes propriétés de non-dilatation thermique, sans rhénium ou avec beaucoup moins de rhénium, ou d'en mettre 30%, d'en mettre 1,5%. Donc ça, c'est une autre piste où encore il faut de la matière grise et il faut que l'Europe soit présente, c'est la substitution. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se passer de ces éléments-là ? Une autre question ? Oui, j'avais une question. J'avais longtemps entendu parler de l'extraction directe des terres rares, notamment par les nodules océaniques, les nodules polymétalliques. On a entendu vraiment beaucoup parler pendant longtemps, et puis maintenant, on n'entend plus du tout parler. Donc, je voulais savoir un petit peu où est-ce que ça en était. Ouais, alors l'extraction sous-marine, c'est un serpent de mer, voilà, sans mauvais jeu de mots. En gros, tous les 10 ans, on en réentend parler. Moi, quand j'étais au collège, les bouquins que j'avais en classe, c'était des bouquins des années 70. Et typiquement, ils parlaient des nodules polymétalliques. C'était la ressource du futur. Il y a un certain nombre. Alors, l'Ifremer pousse beaucoup la recherche dans ce domaine. Ils ont eu quelques projets qui ont été financés. Les différents pays européens ont déposé des permis d'exploiter le fond sous-marin, d'explorer puis d'exploiter le fond sous-marin. Donc là, pareil, si vous voulez vous lancer, il faut vous dépêcher. Il n'y a plus beaucoup de zones qui sont encore accessibles. Il y a une société russe qui s'est lancée dans l'exploitation des fonds sous-marins. Ce n'est pas des nodules, c'est des amas de sulfure massique, mais ça revient au même. Pas loin de Wallis et Futuna. Donc il y a des choses qui se font. Technip, forcément, ayant pas mal travaillé sur le pétrole offshore, s'intéresse aussi à ces choses-là. Et là, j'aimerais pousser un cri. Non, il ne faut pas exploiter le fond des océans. Il y a deux raisons. Les nodules, par exemple, il faut se rendre compte que c'est effectivement des cailloux qui sont posés au fond de la mer. Sous le nodule, il y a des sédiments. Donc vous avez un nodule ici, vous avez un nodule là, vous avez un nodule là. Quand vous faites une mine, vous pouvez avoir un impact environnemental relativement limité parce que vous creusez. Quand vous êtes sur une réserve qui est répartie dans l'espace, vous allez être obligé d'attaquer tout l'espace.
sur Terre, quand vous faites de la poussière retombe relativement plein. Quand vous le faites sous la mer, tout ça, c'est entraîné par les courants. Enfin, moi, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée de se lancer dans l'exploitation de ces choses-là, vu l'impact environnemental que ça peut avoir et vu les dimensions que ça va prendre. Enfin, faut imaginer, les gens ont conçu des gigantesques bateaux-pompes qui vont passer, qui vont racler les fonds sous-marins pour aspirer, tel un aspirateur, les nodules, vont aspirer les sédiments en même temps. Sur le bateau, on va sortir les nodules et on va rejeter l'eau avec les sédiments par-dessus bord. Donc on va prendre des choses qui sont à 1000 mètres sous la mer, on va les remettre en surface, elles vont retomber. Entre-temps, ça va devenir noir, ça va tuer les... Enfin, franchement, si j'ai un message, et je le dis à tout le monde, donc je continue, il ne faut pas exploiter les fonds marins. Une autre question? Est-ce que vous pourriez dire 2 mots des procès de valorisation de déchets industriels et Oui. la différence entre valoriser un déchet et faire une extraction et une séparation dans un minerai? Alors, au niveau technologique, c'est plus ou moins la même chose en fait. C'est un tout petit peu plus simple dans un déchet. J'ai une image que j'aime bien, c'est une eudalite. C'est un minerai de terre rare qui est celui de nos copains de Tasman Metal à Norachar. La partie du minerai dans laquelle il y a votre métal, c'est pas l'ensemble. Le blanc, typiquement, c'est du quartz, donc c'est que du sable. Le noir de mémoire, c'est un sulfure. Donc, un minerai, c'est souvent relativement dilué et c'est assez compliqué à traiter et c'est assez dur. Donc, vous avez des étapes de pré-traitement qui touchent pas encore à la métallurgie ou au génie chimique, qui sont des étapes purement physiques de traitement de votre minerai et c'est très, très consommateur en énergie. Et ça coûte cher. Donc, ce qui caractérise un minerai, sauf quelques exemples, c'est qu'il y a un certain nombre d'étapes de pré-traitement qui sont difficiles à faire. Quand vous partez sur un déchet industriel, sa structure, c'est beaucoup plus homogène, en fait. Donc, c'est beaucoup plus facile. La première chose à se dire, c'est que par rapport à un minerai, un déchet industriel, c'est plus facile, chimiquement, c'est plus facile à traiter en général. En revanche, les volumes ne sont pas du tout les mêmes. Là où vous pouvez avoir des centaines de tonnes de minerais extraits chaque jour dans certaines grandes mines, le déchet industriel, pour l'industriel, c'est un déchet, il ne le produit pas pour le plaisir, donc il essaie de le limiter. Donc les volumes auxquels vous avez accès sont beaucoup plus faibles. Donc ça, c'est un inconvénient du déchet industriel. Je pense que ça, c'est les deux différences. Entre déchets industriels et gisements minés, il y a ces deux différences-là. Après, la durabilité dans le temps, on sait estimer la durée de vie d'une mine, on modélise le gisement, et l'industriel qui produit son déchet, lui, sait combien de temps il va garder son usine, plus ou moins. Donc finalement, de ce point de vue-là, pour faire vos prévisions, pour calculer votre business model, c'est peu ou prou la même chose. Pour moi, la différence principale, en fait, c'est entre le produit en fin de vie et le déchet industriel, en fait. Il y a eu un grand boom en France de projets autour du recyclage de produits en fin de vie. Recycler les téléphones portables, recycler les ordinateurs, recycler les télés. Combien d'entre vous ont des vieux téléphones portables dans leur tiroir chez eux à la maison? Qui les ramène? Le déchet industriel, vous savez où il est produit, vous savez qui le produit, et cette personne est obligée par le gouvernement par l'État, à faire quelque chose avec son déchet. Les produits en fin de vie, il faut d'abord les trouver. Et c'est très très compliqué. J'avais fait un calcul, je vous parlais tout à l'heure de la mine de cuivre d'Aitik, qui est le plus grand trou d'Europe. Europe sans compter la Russie, qui a la mine de... J'ai oublié son nom, qui est gigantesque. Le minerai est extrêmement peu concentré. Il y a 0,2% en masse de cuivre dans ce minerai. Dans votre téléphone, il y a 15% en masse de cuivre. Donc on se dit qu'il c'est bien plus facile de recycler le téléphone. Sauf qu'en densité surfacique, si vous comparez une ville relativement densément peuplée comme Paris à Aitik, au mètre carré, il y a 7000 fois plus de cuivre à Aitik qu'à Paris, parce que c'est des utilisations dispersées. Donc pour nous, le choix n'a pas tellement été les éléments de choix n'ont pas tellement été entre gisement minier et puis gisement industriel, parce que le gisement industriel, il existe en France, beaucoup plus que le gisement minier aujourd'hui, et puis parce qu'il y a des vraies raisons pour les industriels d'y aller. Le choix pour nous, ça a été de sortir du mantra français du recyclage du produit en fin de vie pour dire non, là où on peut démarrer, là où on peut se lancer, c'est sur le recyclage du déchet industriel. Alors déchet industriel actuel,
Cette photo, on ne la voit pas bien, mais on a parlé dans la presse récemment d'Altéo avec ses bouts rouges en disant qu'ils étaient méchants et qu'ils allaient tuer tout le monde dans les calanques. Ils ont quand même fait beaucoup d'efforts, ils se sont améliorés. Aujourd'hui, ils essayent d'envoyer le moins de choses possible à la mer, mais toujours est-il que tout ce qu'ils n'envoient pas à la mer, ils le gardent, et il faut bien en faire quelque chose. Et ça, c'est un exemple plus proche de nous, dans le Gard, à Saint-Laurent-le-Minier, où il y a eu de l'exploitation minière à une époque, qui était faite avec les moyens de l'époque, et où il y a certains tas qui titrent encore à 19% en zinc, donc bien plus que des minerais de zinc actuels. Donc voilà, ça c'est le segment de marché sur lequel on a choisi de se focaliser pour démarrer, pour les raisons que j'évoque. Encore une question? Moi, c'était concernant les différents projets miniers au monde. Il y en a beaucoup qui ont dû être stoppés pour des raisons de rentabilité économique. Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont été suffisamment avancés mais arrêtés pour des problèmes de législation environnementale? Et notamment, par exemple, parler en France concernant Variscan Mine ou Compagnie minière de France, qui ont eu, enfin je sais pour Variscan Mine, qui ont eu certains permis de recherche, oui. Mais qui n'ont pas été plus loin. Alors, Variscan, enfin, non, je connais pas d'exemple de projet, de grands projets au monde qui a été arrêté pour des raisons environnementales. Il y a eu quelques ratés, notamment sur Mount Weld. Je vous disais que le minerai australien, là, c'est une monazite qui contient pas mal d'éléments naturellement radioactifs. Et donc, typiquement, l'usine de séparation de terres rares de La Rochelle, en France, n'avait pas le droit de les traiter. Donc, ils se sont dit, soyons malins, faisons une usine en Malaisie. Il y a le ministère de l'Environnement malaisien doit être beaucoup plus accommodant que le ministère français. Donc, on va séparer les terres rares d'uranium, thorium en Malaisie et envoyer les terres rares pures, enfin, dépolluées en France. Là où ils n'ont pas été malins, c'est que c'est quelque chose que Toshiba avait voulu faire quelques années précédemment, qu'ils avaient travaillé un peu comme des salles et que du coup ça a fait un gros scandale en Malaisie. Donc les populations locales étaient sensibilisées et ont décidé de ne pas donner suite. Donc l'usine a été construite, elle a produit quelques kilos de terres rares, mais à ma connaissance elle est arrêtée aujourd'hui pour cette raison-là. Concernant Variscan, Variscan a une stratégie de dépôt de dossiers, de demandes d'exploration assez large. Je crois qu'ils ont déposé une dizaine de dossiers. Et en fait, les premiers qui ont été attribués ne sont pas ceux qui intéressent le plus Variscan. Donc aujourd'hui, Variscan n'est pas allé plus loin sur les dossiers où elle a eu le permis d'explorer, parce qu'ils attendent les autres, en fait. Donc aujourd'hui, c'est ça la raison. Et ensuite, la Compagnie minière de France, personne n'a su ce que c'était. C'était un ovni. Montebourg n'est pas resté assez longtemps. Donc, ça a disparu, on ne sait pas ce que c'est. Thomas. Parce que quelque part, l'Europe, même sans les Anglais, pourrait refaire le coup du beurre. C'est-à-dire garantir un prix d'achat contre des euros et comme ça sortir de la bataille. Est-ce qu'il y a des gens qui y pensent, d'asseoir l'euro sur un panel de métaux stratégiques? Alors la Commission européenne, comme tu le sais, est faite de gens extrêmement libéraux. C'est des gens qui croient en la main invisible du marché. Et c'est typiquement un outil. Le lobby minier aujourd'hui en Europe est bien moins puissant que le lobby agricole. Et ce que les agriculteurs ont réussi à avoir à une époque, les mineurs ne l'auront pas, je ne pense pas. C'est pas du tout dans l'air du temps côté Bruxelles. À titre d'exemple, hein, dans la stratégie matières premières de l'Union européenne, il y a eu 3 piliers qui ont été identifiés pour assurer un meilleur accès aux matières premières en Europe. Et le premier des piliers, ce n'était pas de développer de nouvelles mines. Le premier pilier, c'était le deuxième, ça en l'occurrence. Le premier pilier, ce n'était pas de développer le recyclage ou de développer la substitution. Le premier pilier, c'était développer les marchés, réduire les barrières douanières, etc. C'était vraiment un outil libéral. C'est la Commission, ils fonctionnent comme ça. Ils sont très gentils d'ailleurs, hein, les gens qui s'occupent des matières premières à la DG Growth. Si vous avez l'occasion de les croiser, dites-leur tout le bien que je pense d'eux. Moi, je les aime bien. Mais non, il n'y aura pas de solution de ce type-là qui viendra. En revanche, ce qui peut se passer, c'est... alors là, je ne vais pas faire de la politique à la place des politiques, mais le deuxième plus grand actionnaire d'Eramet, c'est l'État.
Quand on a une société qui fait 700 millions d'euros de dette, il faut bien financer cette dette. Et une solution, c'est que ce soit les actionnaires qui le financent. Et si l'État était un actionnaire avisé, il se dirait c'est important pour nous de ne pas perdre notre dernière société minière et de faire en sorte que tant que les cours du nickel sont aussi bas, ils sont aussi anormalement bas. Pour la petite histoire, aujourd'hui, la société Le Nickel, qui est la filière d'Eramet qui s'occupe du nickel en Nouvelle-Calédonie, a un coût de production qui est 2 fois le prix du nickel. Donc vous vous rendez compte, à chaque tonne qu'ils produisent, la quantité d'argent qu'ils perdent. Mais on sait que c'est anormal, on sait que ça ne va pas durer. Et donc, ce qu'il faut, c'est ces acteurs-là, faire en sorte de les soutenir le temps que cette crise passe, pour que derrière, ils existent encore. Parce qu'une fois qu'on a perdu une industrie minière, c'est assez difficile de la reconstruire. Donc ça, ce serait quelque chose qui serait possible de faire et qui serait plutôt à la main des États. Il y a un certain nombre de sociétés minières qui ont des États à leur capital, KGHM en Pologne. Les Suédois, pas trop. Mais ça, ce serait un outil qui serait raisonnable, tant que le contribuable est d'accord. Je crois savoir que l'Institut d'hydrométallurgie a pour vocation à montrer la faisabilité, d'un point de vue industriel, du recyclage, de l'extraction des métaux rares. Et à l'heure actuelle, où ça en est, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des industriels qui sont venus vous voir, et est-ce qu'on a l'espoir qu'un industriel s'installe éventuellement dans le Gard ou en France tout au moins? Alors le projet d'Institut européen d'hydrométallurgie, juste pour les gens qui ne savent pas, c'est toujours un projet qui est porté par le CEA, qui avait pour vocation de créer, juste derrière l'ICSM, une plateforme pour permettre le développement à l'échelle pilote de procédés d'extraction de métaux. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il restait en Europe encore beaucoup de gens qui avaient des très bonnes idées dans les laboratoires, un certain nombre d'industriels qui étaient prêts à les mettre en œuvre sur le terrain, mais qui manquait quelqu'un qui fasse le lien et qui fasse le passage du procédé ou de l'idée testée sur 100 millilitres dans un laboratoire à une usine qui tourne à plusieurs milliers de tonnes mois, on va dire. C'est un projet qui donc est porté par le CEA. Eramet était un des grands partenaires de ce projet, au même titre qu'Aurubis en Allemagne, Umicore en Belgique et Outotec en Finlande. Aujourd'hui, tous ces gens-là vont très très mal. Eramet sort d'un plan social sur sa partie R&D. Ils ont réduit de 25% l'ensemble des coûts de structure, y compris R&D. Outotec sort d'un plan social un peu plus fort encore. Donc aujourd'hui, le consortium qui porte le projet IEH s'est beaucoup affaibli. Ceci dit, le CEA reste en pointe sur ce sujet-là. Les négociations, la région Languedoc-Roussillon et l'agglomération du Gard rhodanien, Bagnols-sur-Cèze, Gard rhodanien, soutiennent très très fortement ce projet. Donc aujourd'hui, on a du retard sur le projet, mais le projet est toujours bien vivant et on veut construire cette plateforme ici. Et Extractive, la société que je représente, est un des partenaires qui souhaite vraiment que ça se réalise. Donc nous, on sera un des premiers locataires de cette plateforme. Mais je ne peux pas vous donner de date aujourd'hui compte tenu de la difficulté de nos principaux amis. Vous aviez une question, non? Oui. Moi, j'ai une question. Vous utilisez des LED organiques et on pourrait un jour imaginer que les métaux rares qui sont utilisés dans les LED puissent être remplacés par des versions organiques. Alors, quand je parlais de substitution, effectivement, on peut raisonner substitution de façon assez large. Il y a eu beaucoup, on peut parler des LED organiques, mais sur tout ce qui est microélectronique, il y a aussi beaucoup de gens qui ont pensé à utiliser du graphène pour faire certains composants. Sur tout ce qui est matériaux de structure, on peut penser à utiliser des matériaux composites. Donc oui, tout est ouvert au niveau de la substitution. Toutes les bonnes idées sont les bienvenues. Il faut quand même se rendre compte aujourd'hui que l'Airbus A380, par exemple, 80% de ces pièces sont en matériaux composites. Donc ils sont partis très très loin de l'alu et du magnésium, qui étaient les deux métaux de référence, puis du titane. Oui, c'est clairement une solution. Après, ça a des limites aussi. Et notamment une limite qu'on voit là. Est-ce qu'on la voit? C'est que dans les... Il est sorti... La liste a changé, donc je ne la maîtrise plus très bien. Dans la première liste des éléments critiques de l'Union européenne, il y avait le graphite. Parce que même si on peut faire du graphite par des procédés thermiques, il y a aussi du graphite... Là, merci. Il y a aussi du graphite minier.
qui est de très haute pureté, qui a plein de propriétés, et qui peut être utilisé pour ces applications-là, mais lui aussi, il faut le produire. Quand vous faites des matériaux composites, la fibre de carbone, la fibre longue de carbone, c'est quelque chose qui est extrêmement cher. Et donc il faut après regarder ce qui est raisonnable ou pas de faire, mais sortir du tout métaux, c'est possible et des gens ont commencé. Les fabricants automobiles aussi pensent de plus en plus à faire des pièces de structure en matériaux composites. Malgré la conjecture que tu nous as montrée ou à cause, mais moi j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de publications et de sujets relatifs au retraitement des terres rares. Il y a vraiment une explosion de ce côté-là. En tout cas, moi c'est l'impression que j'en ai. À part Extractive qui se monte sur ces projets-là, le seul autre projet que j'ai connu, qui est à ma connaissance, qui a fonctionné sur ça, c'est le projet Rhodia. Est-ce qu'il en existe d'autres qui travaillent sur, d'un point de vue industriel, je veux dire, sur le retraitement des terres rares, quelle que soit la source? Alors, sur la première partie de ta remarque, effectivement, il y a le temps de la recherche et pas le temps de l'industrie. Et enfin, tous ceux d'entre vous qui ont écrit des publis savent bien que dans l'introduction, on essaye toujours de justifier pourquoi on a fait ce travail. Donc, on essaye de trouver des raisons. Moi, je me souviens que du temps où je travaillais sur la catalyse sans métaux, mon exemple, c'était de dire mais il n'y aura plus de platine, etc. Donc il faut qu'on trouve de quoi faire de l'hydrogénation sans métaux. Donc quand il y a un sujet qui est à la mode, dont on entend parler dans les médias, d'une part les scientifiques s'en saisissent parce que ça leur fait une bonne raison de faire les travaux qu'ils ont envie de faire, et les financeurs s'en saisissent. Aujourd'hui, quand vous discutez avec les financeurs de la recherche, eux n'ont pas du tout intégré le fait que le marché s'était effondré. Pardon. Les appels à projets européens aujourd'hui sont encore tous sur un modèle qui était vrai en 2010, qui est plus vrai aujourd'hui. Donc, à la fois dans la façon dont travaillent les chercheurs et dans la façon dont on finance la recherche aujourd'hui en Europe, il y a un décalage temporel qui s'applique et qui s'explique. C'est pas quand vous commencez à travailler sur un sujet, vous ne ferez pas votre publi dans les 6 mois qui suivent ni dans l'année qui suit. Donc, il y a un décalage qui se fait et c'est ton sentiment, je pense, est justifié. Il y a de plus en plus de gens qui publient tout et n'importe quoi parfois sur la séparation des terres rares. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt économique à implémenter ces recherches, à tel point que, je ne sais pas si tu as vu, mais l'usine Rhodia a fermé. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, quand l'Union européenne, dans sa grande sagesse, a décidé de nous interdire d'utiliser les ampoules à incandescence, c'était bien, c'était fait avec du tungstène, et un des plus grands gisements au monde de tungstène est en France. Dommage, on n'a plus le droit. On a utilisé des ampoules dites basse consommation. Alors, vous ne faites pas d'illusion sur une ampoule basse consommation. C'est essentiellement un tube néon qu'on connaissait déjà avant, mais retourné sur lui-même. Juste que les tubes néons qu'on connaissait, la poudre blanche qui est dedans et qui donne cette lumière blanche très très froide et désagréable qui fait un peu abattoir, était du phosphate de calcium. Et pour faire une lumière un peu plus agréable, pour transformer les rayons ultraviolets produits par les vapeurs de mercure qui sont dans la lampe en une lumière plus chaude, il a fallu qu'on passe sur des terres rares. Donc il y a de l'herbium dedans, je crois, du terbium, j'ai oublié quel était le dernier. Et donc Rhodia, puisque Rhodia a hérité, aujourd'hui Solvay, a hérité de l'usine de séparation de terres rares de Rhône-Poulenc à La Rochelle, s'est dit voilà une ressource qui est collectée parce que ça contient du mercure et donc c'est un déchet dangereux, donc les gens sont obligés de l'apporter. Vous apportez vos ampoules basse consommation, j'espère, quand elles sont cassées, alors que vous ne le faites pas avec vos téléphones portables. Ils se sont dit voilà, il y a une ressource qu'on va savoir collecter et à partir de là, on va pouvoir faire une usine. Donc ils ont fait 2 usines, ils ont fait une usine en région lyonnaise et puis une usine plutôt dans le Massif central qui retraitait en fait c'est la poudre blanche qu'il y a à l'intérieur des ampoules basse consommation, qu'on appelle un phosphore, pour en extraire les terres rares. Ça a marché, 15 millions d'euros d'investissement, ça a marché un peu plus d'1 an. Aujourd'hui, au cours actuel des terres rares, c'est plus rentable, les 2 usines vont fermer en fin d'année. 80 emplois. Donc voilà, c'est compliqué, et le recyclage de produits en fin de vie, c'est compliqué. Donc est-ce qu'il y a d'autres gens qui travaillent? Oui, il y a des startups qui se sont lancées. Une startup qui est portée par le CEA à Saclay, qui essaie de développer des procédés pour l'extraction de terres rares. Quentin, qui est assis à côté de toi, a travaillé pour une autre start-up qui développait également des matériaux pour faire de l'extraction de métaux rares. Donc il y a des embryons de choses qui se créent. Après, il y aura du tri qui se fera. Il y a ceux qui survivront, ceux qui mourront.
J'espère qu'on ne sera pas du lot de ceux qui mourront. Après, c'est l'économie qui décide. Hein. Là, tu ne peux rien faire. Dans nos domaines à nous, la science a toujours raison. Enfin, quand on est scientifique, quand on est une entreprise, c'est l'économie qui gagne au final. Ok, ben si on a éclusé toutes les questions, je vous remercie encore pour votre intérêt. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci. C'est pas gênant. Bonsoir et merci d'être venu. Je voulais juste vous informer que la prochaine conférence, c'est assez rapproché, c'est le 10 mars, c'est sur le grand télescope du Chili. Un peu d'astronomie. Bonne soirée.